Chers amis, bienvenue à ce second épisode du balado L'état du monde. Donc avec moi, en ma compagnie, mon comparse Jocelyn Coulon, qui est à Montréal. Moi, je suis à Astana, à l'autre bout du monde. Cette semaine, au menu, d'abord dans la deuxième partie, on a une très longue entrevue sur l'Ukraine, mais dans la première partie, on a deux sujets, je pense assez importants. Premier sujet, ben, ce sera l'élection présidentielle américaine. Au cours de la dernière semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Le débat de mardi, mardi dernier, la seconde tentative d'assassinat contre Donald Trump. Et puis, vous avez plusieurs d'entre vous ont aussi manifesté votre grand intérêt la semaine dernière lorsque Justin a parlé du Chili, donc un retour historique. Donc, on va faire la même chose avec un autre événement historique d'importance qui s'est produit un 18 septembre, donc plus précisément un 18 septembre 1961. Alors, Jocelyn, bienvenue, ça fait plaisir de te revoir Alors, de manière virtuelle. voilà. Alors, Jean-François, merci aussi pour cette invitation et puis ce balado. Donc, qu'est-il arrivé pendant cette 10 jours, si je peux m'exprimer ainsi, de l'élection présidentielle? Il y a eu le débat et il y a eu la tentative d'assassinat. Brièvement, qu'est-ce que tu en penses? Ben, le débat, ça a été assez inattendu parce que je pense que plusieurs personnes, moi y compris, on s'attendait à ce que Kamala Harris livre une performance ordinaire et que Trump soit assez mordant dans ses propos et qu'il en vienne à gagner assez facilement le débat. Or, ça n'a pas vraiment été le cas, même si personnellement, j'ai trouvé que Kamala Harris ne répondait pas nécessairement aux questions qui lui avaient été posées. Le fait est que la performance de Trump a été, j'irais pas jusqu'à dire médiocre, mais en deçà des attentes de la plupart de ses supporters. Donc, dans ce sens-là, Harris, elle a surpris. Est-ce que c'est ce qui l'amène à être favorable à la tenue d'un deuxième débat, puis de la part de Trump à être plus ou moins favorable à la tenue d'un second débat? On va voir au cours des prochains jours. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'un second débat changerait quoi que ce soit à la donne? Moi, un peu ce En tout que... cas, Trump l'a écarté, Oui, c'est ça, il l'a écarté, mais même s'il y avait un second débat, est-ce que ça changerait réellement quelque chose? Moi, en fait, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans ce débat-là, c'est que ça illustrait deux manières de percevoir la réalité. Mhm. D'abord, pour les gens qui sont pas actifs sur les réseaux sociaux et qui sont davantage favorables à la candidature d'Harris, ils ont probablement été convaincus dans l'idée selon laquelle Donald Trump propage des fausses nouvelles et que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est des trucs qui sont complètement farfelus. Alors que les gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux ont plutôt eu tendance à considérer que ce que Trump disait était vrai. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, peut-être sur le plan sociologique, dans ce débat-là, c'est que ça a exposé deux réalités parallèles qui sont Mhm. extrêmement présentes en ce moment dans les sociétés occidentales, entre les individus qui suivent les médias traditionnels et les individus qui sont plus actifs sur les réseaux sociaux. Parce que toute l'histoire des chats et des chiens qui sont dévorés Ouais, en ouais. Ohio et un peu partout ailleurs aux États-Unis, pour les gens qui ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux, c'est absolument farfelu, puis à la limite un peu débile. Mais les Ouais. gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux ont pu voir effectivement des images, peut-être pas nécessairement aux États-Unis, mais en Europe, de migrants qui effectivement égorgeaient des chats et puis bon, ben, les faisaient cuire dans la rue. Est-ce que c'est un phénomène marginal? Fort probablement que oui, mais il en reste pas moins que c'est une réalité. Et c'est par rapport à cette réalité-là que Donald Trump a donné cet exemple-là qui, encore une fois, pour les gens qui ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux, était un propos qui était complètement farfelu. Et ça s'est vu dans le visage d'Harris, qui était Ah extrêmement oui, inquiété oui. dans ton regard. Essentiellement, elle semblait dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est Ben oui, de complètement quoi il fou, là. parle? De quoi il parle exactement? Donc, voilà, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le débat parce que sur le plan politique, je pense pas que ça aura changé quoi que ce soit dans l'appui tant pour Trump que pour Kamala Ouais. Harris. Et la tentative d'assassinat. Ben ça, écoutez, c'est la deuxième fois que ça se produit en juillet dernier en Pennsylvanie. Maintenant, sur le terrain de golf de Trump, selon les dernières nouvelles, le tireur était à 300 pieds, à peu près Ouais.
275, 300 mètres de Trump. C'est un agent des services secrets qui aurait vu un canon sortir d'un buisson, aurait fait feu, l'individu s'est enfui et a été arrêté par la suite un peu plus tard sur l'autoroute. Donc ça laisse un peu pantois sur la qualité de la sécurité dont bénéficie Trump pendant cette campagne électorale-là. Évidemment, c'est extrêmement difficile de sécuriser un terrain de golf, un 18 trous, mais qu'un individu ait pu stationner son véhicule à proximité de l'endroit où se trouvait un ancien président qui, en outre, est candidat à l'élection présidentielle et qui se soit promené avec une AK-47 sur le dit terrain de golf et que ça n'ait pas soulevé la moindre suspicion de la part de qui que ce soit, c'est c'est assez particulier en soi. Ouais. Deuxièmement, c'est toute la question aussi. Moi, cette violence politique-là reflète aussi le fait que la politique américaine a évolué de ce qu'on appelle en sciences politiques de l'agonisme vers l'antagonisme. Donc, l'agonisme, c'est le débat. Si on s'oppose à quelqu'un, on trouve que ses idées sont malvenues, ne sont pas nécessairement les meilleures pour l'économie ou etc., quoi que ce soit. Donc, on considère la personne en face de nous, donc l'autre, comme un adversaire avec lequel on peut débattre, on s'oppose vigoureusement, avec lequel on peut débattre. Et lorsque tout se termine, ben, on accepte notre défaite et puis on se dit on va se réessayer dans 4 ans dans l'espoir que la majorité, cette fois-ci, soit de notre côté. Et l'antagonisme, au contraire, on passe, l'autre n'est plus un adversaire, mais devient un ennemi. Donc, un Mhm. ennemi à abattre, une menace. Puis malheureusement, dans le discours politique américain, tant chez les républicains que chez les démocrates, il y a cette rhétorique-là est maintenant dominante. Et puis, vous avez au début du mois de juillet une campagne de Biden, lorsqu'il était toujours candidat, où il disait essentiellement, il y a près de 250 ans, nos ancêtres ont pris les armes contre un roi qui menaçait nos libertés. Et maintenant, la même menace est à nos portes. Voilà pourquoi il faut s'opposer à Donald Trump, qui a promis de devenir Mhm. un dictateur dès sa première journée à la Maison-Blanche. Donc, essentiellement, si on lit entre les lignes, c'est si au 18e siècle, il fallait prendre les armes pour combattre George III, ben maintenant, il faut reprendre les armes pour combattre Donald Trump parce qu'il menace Ouais. exactement les mêmes libertés que George III Ouais. menaçait à l'époque. Et ça, pour moi, c'est extrêmement Donc, malvenu il y a comme en un, politique. il y a comme une violence constante, quelle que soit son intensité, dans la vie politique américaine, quoi. Oui, oui, et c'est plus de l'antagonisme normal en Ouais. contexte démocratique, de l'agonisme. Tu sais, le meilleur exemple, je crois, c'est John McCain. John McCain, il se présente contre Barack Obama en 2008 pour devenir président, s'opposer à lui. Et systématiquement, par exemple, il y a ce fameux town hall meeting, lorsqu'une dame dit moi, je n'ai pas confiance en lui, c'est un arabe, c'est un Ouais. musulman, puis il Ouais. lui enlève le micro des mains. Il dit non, madame, Ouais. non. C'est un individu décent qui mérite le respect. C'est mon adversaire politique. Je souhaite le battre aux élections parce que je pense que mon programme est meilleur pour les États-Unis que son programme à lui, mais on ne va pas sombrer à ce niveau-là. Donc, il y avait encore Ouais. cet élément agonique à l'époque qui, depuis, malheureusement, s'est perdu. Et là, l'autre n'est plus un adversaire politique, ça devient un ennemi à abattre. Ouais. Tant et si bien que ça s'est produit 2 fois. Il pourrait très Ouais. bien y avoir une troisième tentative Ouais, d'assassinat. il Euh, reste 50 jours. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse dans les deux événements, que ce soit le débat et la tentative d'assassinat, c'est qu'il y a un point commun, c'est l'Ukraine. Parce que dans les deux cas, on parle de l'Ukraine. Évidemment, dans le débat, il y a eu une question de politique étrangère concernant l'Ukraine et le président Trump, par 2 fois, a dit simplement, je veux mettre fin au conflit. Il n'a jamais dit, je veux que l'Ukraine gagne, parce que c'est la question qui lui a été posée au moins 2 fois par les animateurs. Et ça, ce que ça reflète, c'est la position, c'est sa position depuis très longtemps et la position de son vice-président, parce qu'il ne faut jamais oublier que Vance a eu même des propos encore pires que ça sur l'Ukraine. Il dit qu'il s'en foutait de l'avenir de l'Ukraine, que les Russes pouvaient bien faire ce qu'ils voulaient avec ce pays. Donc, on voit bien que c'est encore dans la discussion au sein des dirigeants républicains que l'Ukraine est quelque chose qui les irrite profondément et ils ne sont plus prêts à investir dans ce conflit. Et
dans la tentative d'assassinat, on apprend que le présumé assassin, le présumé euh, C'était rendu en bandit, Ukraine. alors était très pro-Ukraine et voulait qu'on aide l'Ukraine. Il était prêt à partir en Ukraine, à recruter des gens pour aller en Ukraine et mourir s'il le fallait pour défendre l'Ukraine. Donc, vous voyez que ça aussi, ça irrite une partie de l'opinion publique. L'opinion de Donald Trump concernant l'Ukraine irrite beaucoup une partie de l'opinion publique américaine. Absolument, oui. Maintenant, Voilà. très rapidement, second sujet. Écoute, dis-nous ce qui s'est passé le 18 septembre 1961, puis en quoi c'est un événement important pour les gens comme nous qui s'intéressent aux relations internationales. Alors, ce jour-là, le deuxième secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, est mort dans un accident d'avion au-dessus de la Rhodésie, alors qu'il se rendait à une rencontre avec un des personnages clés de la crise congolaise. Il faut se rappeler que Dag Hammarskjöld a été un secrétaire général très activiste. On dit souvent aux Nations Unies, quand on élit ou quand on choisit un futur secrétaire général, est-ce qu'on veut un secrétaire ou un général? Et la plupart veulent avoir un secrétaire. Et quand le secrétaire général commence à devenir un général, on s'inquiète beaucoup parce qu'il ne faut jamais oublier que l'ONU, c'est l'instrument des États membres et que les vrais patrons, ce sont les États membres et non pas les fonctionnaires. Cela dit, Marc Jold a eu une carrière intéressante parce que sur ces deux mandats, il a été aux prises avec deux grandes crises. D'abord, la crise de Suez en 1956, où il a travaillé avec Lester B. Pearson à créer la première force de maintien de la paix de l'histoire, ce qu'on a appelé les casques bleus. Puis ensuite, la crise provoquée par l'indépendance du Congo en 1960, le meurtre de Patrice Lumumba, premier ministre du Congo en janvier 61 et la sécession de certains territoires congolais. Et Dag Hammarskjöld s'est impliqué dans cette crise au point de perdre la vie, alors que, comme je le disais, il voulait aller discuter avec un des sécessionnistes. On n'a jamais su Oui, si exact. l'avion avait été abattu, Oui, s'il voilà. avait été pris dans une tempête euh, de, 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 de grêle, des orages très violents qui auraient déstabilisé l'avion et qui l'auraient fait s'écraser. En fait, à toutes les 5 ou 10 ans, on rouvre l'enquête pour savoir s'il n'y a pas de nouveaux éléments. Donc, mais souvenons-nous que Dag Hammarskjöld a été certainement le secrétaire général le plus activiste de l'histoire des Nations Unies et que c'est une grande figure de la diplomatie mondiale. Voilà. Voilà. Merci du rappel historique. Écoutez, chers auditeurs, on va courte pause et on va passer à la deuxième partie de l'émission où on va discuter avec un invité de la guerre en Ukraine. Donc, restez à l'écoute. Alors, on revient à l'émission, à notre segment sur l'Ukraine. Nous allons essentiellement discuter de la situation sur place. On se relancera avec des questions sur différents aspects du conflit ukrainien. Et pour nous éclairer un peu plus, nous avons invité Zachary Paikin, qui est chercheur à l'Institut pour la paix et la diplomatie à Toronto, un institut qui met l'accent sur l'importance de la diplomatie et l'échange entre différentes idées plutôt que de suivre la conformité intellectuelle qu'on retrouve souvent dans les centres de recherche. Il est aussi chercheur en grande stratégie à l'Institut Quincy à Washington
Ses recherches se concentrent principalement sur les relations des grandes puissances et l'avenir de l'ordre mondial. Alors, puisque nous l'avons invité, nous allons tout de suite lui poser la même question, qui sera aussi la question pour Jean-François et pour moi. Quelle est, d'après toi, Zach, la situation actuelle, 2 ans et demi plus tard, en Ukraine? Merci beaucoup Jocelyn et Jean-François pour l'invitation aujourd'hui de vous rejoindre. Bien sûr, c'est une question centrale la situation, on dirait, est que l'appui pour l'Ukraine, pour la cause ukrainienne dans l'Occident est remise en question. On ne sait pas à quel point ça va continuer. Certainement, ça va continuer d'une certaine façon, mais si ça va être avec la même force qu'on a vu en février 2020, lorsqu'on a vraiment eu l'opportunité de voir les pays de l'Occident se réunir, de retrouver un certain mandat, un certain sens de mission qu'ils ont eu beaucoup de mal à retrouver après la fin de la guerre froide. Ça, on a du mal à voir maintenant, aujourd'hui. Tout dépend, bien sûr, des résultats des élections aux États-Unis, les présidentielles, qui vont avoir lieu en novembre. Tandis que en même temps sur le terrain, sur le champ de bataille aussi, c'est une situation qui reste difficile pour l'Ukraine. Bien sûr, la Russie a beaucoup, beaucoup perdu lors de ces 2 ans et demi de guerre. Mais pourtant, si on reste dans une guerre d'attrition ou d'usure, ça veut dire que au long terme, la situation n'est pas nécessairement en faveur de l'Ukraine, vu que c'est un pays qui a une population une base économique plus petite en fait que celle de la Russie. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qu'il faut tenir éventuellement en compte. On ne sait pas à quoi va ressembler l'économie russe d'ici un an ou deux. Euh, pour l'instant, on a vu que le management, la gestion technocratique de la part des élites russes a plus ou moins bien fonctionné pour pouvoir gérer la situation de cette campagne de sanctions économiques qu'a lancée l'Occident contre la Russie, mais ce n'est pas une garantie nécessairement que l'économie russe va rester stable pour des années à venir. Pourtant, ceteris paribus, on peut quand même dire que la situation n'est pas idéale pour l'Ukraine et que les deux côtés ne vont pas nécessairement recevoir ou obtenir 100% de ce qu'ils veulent, ce qui prendrait normalement les deux parties à chercher un compromis. La question, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de mener ces deux parties vers un compromis éventuel. Et cela va nécessiter, bien sûr, un engagement très profond de la part non seulement des États-Unis, mais aussi d'autres grandes puissances au monde. Et pour l'instant, on voit un petit peu de ça, mais pas bien assez de ça. Et le discours aux pays occidentaux reste très, très divisé, très polarisé, ce qui rend plus difficile déjà. Ce qui est une tâche très, très difficile, c'est d'essayer de créer les conditions dans lesquelles les deux parties, les deux belligérants pourraient éventuellement se parler. Très bien, merci Zach. On reviendra à l'aspect militaire un peu plus tard dans notre conversation. Jean-François, comment tu vois la situation la situation globale de l'Ukraine 2 ans et demi après l'éclatement du conflit? Ben, je pense que l'Ukraine, évidemment, avait beaucoup, beaucoup d'espoir lors de sa fameuse contre-offensive de l'été 2023, qui s'est révélée être un échec. L'armée ukrainienne s'est cassé les dents sur la ligne de défense russe, la ligne Surovikine. Et depuis ce temps-là, l'armée russe, dans le Donbass, dans l'Est, ne cesse de progresser. Et au cours des dernières semaines, la progression de l'armée russe s'est vraiment accélérée. Donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est deux villes à surveiller qui risquent de tomber au cours des prochaines semaines. C'est la ville de Pokrovsk et de Toretsk. Ces deux villes qui sont extrêmement importantes parce que sur le plan stratégique, c'est par cette voie-là que l'approvisionnement vers Tchassivyar, l'espèce de citadelle qui résiste à l'armée russe depuis maintenant plusieurs mois, se trouve. Donc, si l'armée russe est en mesure de couper les voies de réapprovisionnement vers Tchassivyar, ben, Tchassivyar pourrait tomber, ce qui ouvrirait la voie vers Kramatorsk. Et si Kramatorsk en venait à tomber, ben là, l'armée russe aurait conquis l'entièreté des régions qui ont déclaré leur indépendance et que la Russie souhaite annexer complètement. Donc, sur le plan militaire,
on ne parle pas de d'effondrement en ce moment de l'armée ukrainienne, mais Mhm. certains experts ont plutôt utilisé le mot de début de débandade. Et donc, ça laisse un peu pantois sur la suite des choses sur le plan militaire. Et ce qui vient à dire que l'armée ukrainienne, je pense, a perdu tout espoir d'être en mesure de reprendre sur le plan, avec des moyens militaires, les Ouais. territoires qui ont été perdus, ce qui explique, selon moi, pourquoi ils ont lancé cette offensive-là dans la région de Koursk. Donc, ils ont Mhm. été en mesure de conquérir environ 1000-1200 kilomètres carrés de territoire russe. Et je pense que leur objectif, c'est avec leurs meilleures unités entraînées par l'OTAN. Donc, leur objectif ici, c'est de se retrancher et de conserver cette partie du territoire russe le plus longtemps possible afin, dans le cadre d'une négociation, d'échanger, de redonner à la Russie ce territoire-là en échange de, ben là, on verra l'entièreté du Donbass, de Ouais. Crimée Ouais. également. Donc, je pense que d'une certaine façon, On- ça me rappelle un petit peu l'offensive des Ardennes de l'armée allemande en décembre 1944. C'est une offensive de la dernière heure qui visait essentiellement à donner un coup à l'armée américaine et britannique, de sorte à les forcer à négocier afin que l'armée allemande puisse concentrer tous ses efforts à l'est contre l'armée russe. Donc, cette offensive-là avait une finalité beaucoup plus politique que militaire. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec l'offensive que l'armée ukrainienne a lancée en Russie au cours des 2 ou 3 dernières semaines. Très bien. Ben écoute, de toute façon, on reviendra sur les aspects militaires peut-être plus en détail, particulièrement quel est l'équilibre des forces entre les deux. Moi, ma réaction sur la situation en Ukraine, c'est que je la regarde toujours de façon macro. C'est-à-dire que on voit dans les médias occidentaux et chez les experts occidentaux des commentaires sur une opération en particulier ou une décision en particulier. Et moi, je me porte en faux par rapport à ça parce que je me dis toujours, oui, l'Ukraine peut gagner ici quelques pouces, mais le reste de la situation économique, politique, sociale, démographique en Ukraine est une catastrophe. Et je crois qu'il faut le rappeler pour comprendre dans quoi l'Ukraine s'est engagée. Et on a des témoignages maintenant qui sortent un peu plus souvent. Par exemple, en fin de semaine, Fareed Zakaria écrivait un très long papier sur sa visite, sa troisième visite en Ukraine. Il est allé en 2022, en 2023, et là, il dit que tout a changé. Il était à Kiev, il a rencontré des gens déprimés, il a rencontré des officiels qui lui disent que il y a de nouveaux réfugiés qui quittent l'Ukraine, alors qu'il y en a déjà quoi, 6 à 8, à 8 millions. Les pannes sont massives. L'élément économique est très dur à repartir et d'ailleurs, il reproche aux médias occidentaux de ne pas s'en occuper, de ne pas regarder cet aspect des choses. Et moi, j'ajouterais la dimension démographique qui a évidemment un impact sur le recrutement de jeunes soldats, et vous en parlerez dans la section sur les affaires militaires. J'ai consulté dans un document de Quincy Institute une étude, évidemment, sur la situation sur le terrain, où on cite une démographe ukrainienne, pas une démographe russe, mais ukrainienne. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle? Depuis 1991, parce que c'est comme ça qu'il faut le calculer, la population ukrainienne est passée de 51 millions à 28 millions aujourd'hui. Les 28 millions ne comportent pas, évidemment, les 6 ou 8 millions d'Ukrainiens qui sont déjà réfugiés en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, pardon, ou en Europe de l'Est, bien sûr, aux États-Unis, en Australie ou ailleurs. Donc, l'effondrement démographique ukrainien a commencé bien avant 2014 et 2022. Et Drôlement le accéléré depuis. voilà. Et le bassin qui reste pour aller chercher de nouveaux soldats est très mince, particulièrement si vous le comparez aux 150 millions de Russes. Même si les Russes ont perdu plusieurs centaines de milliers de jeunes hommes en âge de se battre, il reste quand même
que la puissance russe est là. Donc, je m'arrête là-dessus pour souligner qu'il faut prendre en compte tous les aspects pour vraiment évaluer la situation sur le terrain. Ben, tu me permettras de rebondir très rapidement là-dessus. En fait, c'est probablement l'aspect le plus fondamental de la guerre en Ukraine parce que les conséquences démographiques de cette guerre-là vont se faire sentir sur les 100 prochaines années. Parce que les Oui, 7-8 millions de réfugiés ukrainiens, pour la plupart, ce sont des femmes. Et puis, oui, graduellement, ces personnes-là, ben, elles vont refaire leur vie en Europe ou ailleurs dans le monde. Donc, ce qui va rester en Ukraine, il va y avoir un déséquilibre entre les hommes et les femmes, d'une part, mais les hommes qui se font tuer par dizaines de milliers, soit physiquement, mais aussi mentalement. Il ne faut pas négliger non plus ces conséquences-là. Vous allez avoir peut-être au final une société composée de vieillards et d'estropiés. Et mm, ça va prendre au moins 2 générations afin que la population puisse, entre guillemets, se régénérer et rétablir une pyramide démographique relativement normale. Donc, oui, la oui, guerre, elle est extrêmement meurtrière depuis 2 ans et demi, mais c'est les conséquences qui vont se faire sentir sur plusieurs et sur des dizaines et des dizaines d'années pour l'Ukraine. Et donc, la question de mm, l'avenir du peuple ukrainien, c'est davantage qu'une question territoriale ou une question tout à fait. économique de reconstruction. Ouais. C'est d'abord avant tout une Alors, question démographique. alors, je Et passe la parole à Zach, oui. oui, et juste pour ajouter une chose, c'est que le plus longtemps va durer la guerre, le moins il y a de chances que ces réfugiés vont retourner en Ukraine. Mhm. Donc, ça vraiment donne une raison encore plus importante de mettre en relief l'importance de la diplomatie, en fait. Ouais. On parle très souvent dans les cercles de politique dans les pays occidentaux, on parle beaucoup de l'agence de l'Ukraine, que c'est que Kiev qui a le droit de décider quand arrêter à se battre, etc. Et bien sûr, c'est la réalité. Tous les pays ont une certaine agence et il n'y aura pas de cessez-le-feu sans un accord entre les Russes et les Ukrainiens. Ça prend deux à Ouais. danser ensemble, en fait. Ouais, ouais. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas en même temps une certaine responsabilité si on trouve que c'est important vraiment de garder, de sauvegarder, de faire avancer le futur du peuple ukrainien. On a aussi une certaine responsabilité de mettre dans ce discours des thèmes en fait un petit peu plus différents qui montrent Très bien. l'importance de la diplomatie en fait On dans va, la on, résolution en fait on va en parler. de ce On conflit. va en parler sur l'aspect négociation. Et donc, revenons maintenant sur l'aspect militaire. On n'est pas obligé de faire le play-by-play, disons, de ce qui se passe sur le terrain, mais à l'évidence, l'intrusion ukrainienne en territoire russe n'a sans doute pas donné les résultats escomptés. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Non, ben, sur le plan militaire, je pense pas que l'armée ukrainienne avait l'espoir d'aller marcher le lendemain sur la place rouge, là. Hmm. Donc, rapidement, l'armée ukrainienne a quand même fait face à de la résistance des forces russes qui ont quand même été en mesure de conquérir une partie assez importante là, de territoire. Je disais entre 1000 et 1500 km² environ. Mais là, en ce moment, l'avancée semble avoir été stoppée par l'armée russe. Donc, si ma théorie se confirme, ben, ce que les Ukrainiens vont faire maintenant, c'est de se retrancher, de construire une ligne de défense qui empêcherait militairement l'armée russe de pouvoir reprendre le contrôle de ce territoire-là, de sorte à ce que l'Ukraine puisse conserver cette carte-là dans sa manche dans l'éventualité d'une négociation. Mais encore une fois, il faut aussi regarder en parallèle ce qui se passe à l'Est. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le début d'une espèce de débandade. Mais pour l'Ukraine, ça importe peu que Tchassivyar en vienne à tomber ou que Kramatorsk en vienne à tomber si leur objectif, c'est d'obtenir, de récupérer ces territoires-là dans le cadre d'une négociation. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont davantage concentré leurs efforts avec leurs meilleures troupes dans leur offensive dans la région de Koursk. Mhm. Zach. En fait, il faut tenir en compte en fait le fait que c'est pas juste une question de territoire, c'est pas juste une question de où se situe précisément la ligne de front. Le but de Vladimir Poutine dans cette guerre, en partie, c'est de changer de régime à Kiev et de réécrire les règles sur lesquelles sont fondées l'ordre de sécurité en Europe.
Et donc ça, ce sont des buts très politiques, ce sont des buts à haut niveau qui ont un petit peu moins à voir avec un jour ou l'autre où exactement se trouve la ligne de front. Donc bien sûr, comme a dit Jean-François avant, il a absolument raison que le but, en fait, de prendre un petit peu de territoire dans la région de Koursk, c'est une logique politique et ça montre aussi l'aspect, en fait, politique d'une certaine façon de ce conflit. Donc, il faut tenir ça en compte aussi. On ne sait pas, bien sûr, s'il y aurait un changement de régime en Kiev au long de plusieurs années. Tout dépend de plusieurs différents facteurs. Et bien sûr, c'est très difficile maintenant d'envisager une possibilité d'avoir un régime politique à Kiev qui est pro-russe, vu qu'il y a tellement d'Ukrainiens qui sont énormément fâchés contre la Russie, vu que c'est la Russie qui a envahi leur pays. Mais en même temps, c'est possible que dans le contexte d'une guerre d'attrition, que le régime à Kiev, au moins le gouvernement actuel, on va dire, ne va pas nécessairement durer pour toujours. Mhm. Et donc, c'est ce but, cette fin politique, en fait, qui est un petit peu plus important dans le contexte de comment comprendre cette guerre Mhm. que uniquement la question d'où se situe la ligne de front. Ouais. Je voudrais vous amener sur la question des armes parce que ça a rythmé un peu le conflit depuis 2 ans et demi. Souvenez-vous, il y a 2 ans, tout le monde disait il faut des armes anti-chars, les javelins, les javelins, les javelins. C'était la manchette de tous les journaux sur la planète et Zelensky demandait des javelins. Et ces missiles sont arrivés. Je ne sais pas si ils ont eu un impact considérable, mais en tout cas. Et ensuite, on a commencé à parler des chars, les Abrams américains, les chars européens. Il fallait absolument qu'ils arrivent parce que sinon, on ne pourrait pas stopper l'offensive russe. Les chars sont arrivés. Ont-ils donné des résultats? Nous n'en savons rien. Maintenant, on parle des F-16. En tout cas, depuis quelques mois, on parle des F-16. On veut des F-16. Beaucoup de pays sont prêts à fournir les F-16, mais pas nécessairement tout de suite. En plus, il faut les former, les soldats, les militaires, pour piloter ces F-16. D'après ce que j'ai lu quelque part, il y aurait 6 pilotes ukrainiens qui sont formés au F-16 et ils viennent d'en perdre un. Ça, c'est pour les F-16. Et maintenant, on parle comme Magic Bullet, des fusées à longue portée qui neutraliseraient les bases et peut-être frapperaient aussi les avions russes. On peut se demander si toutes ces armes déployées au fil du temps ont vraiment changé quelque chose ou bien la situation même s'est empirée avec ces armes. Alors, Zach. En allemand, on appelle ça des Wunderwaffen. Et en fait, ça n'existe pas puisqu'on on parle toujours. Ça dépend en fait de comment on réfère à la guerre encore, comme ce que je viens Ouais. de dire en fait. Donc, c'est pas une question de gagner toute la territoire en fait que l'Ukraine a perdu. Si on veut penser en termes de territoire, alors ces Wunderwaffen, ça pourrait être plus ou moins utile. Mais la stratégie en fait, et la seule stratégie qui est possible pour l'instant, c'est d'avoir une stratégie plutôt défensive pour aider l'Ukraine à maintenir ce qu'elle maintient déjà en termes de territoire et de l'aider à accéder aux institutions occidentales qui sont possible à y accéder, donc pas l'OTAN nécessairement, mais quand même d'avoir un futur dans le monde occidental, dans l'Union européenne, etc. Ce qui nécessiterait bien sûr des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais aussi un cessez-le-feu. Le problème, c'est que, et il y a un de mes collègues à l'Institut Quincy qui a écrit là-dessus aussi, c'est que si on donne à l'Ukraine maintenant l'autorisation d'utiliser des armes à longue distance envers la Russie, alors ça va encourager les Russes en fait à traiter l'Ukraine encore plus comme une menace, encore plus comme un territoire sur lequel les pays occidentaux vont utiliser ce territoire pour attaquer la Russie. Mm. Et donc, ça va augmenter en fait et durcir les demandes de la Russie dans les négociations éventuelles pour démilitariser l'Ukraine. Et c'est ça ce qu'il faut qu'on tienne en compte. Donc, plus, ça ne veut pas nécessairement toujours dire plus, en fait. Parfois, Mhm. moins peut être bien plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'Ukraine, bien sûr que non, mais il faut qu'on ait quand même une stratégie, un endgame, et on ne l'a pas encore après 2 ans et demi. Et c'est ça ce qui m'inquiète beaucoup. Mhm. Ouais, Jean-François. 2 points là-dessus. D'abord, l'efficacité de ces armes-là. Donc, les chars d'assaut qui ont été envoyés sont en train de rouiller dans la plaine ukrainienne aux alentours de Robotyne et un peu et ailleurs.
Le F-16, c'est une arme merveilleuse, mais le F-16, c'est un système. C'est pas simplement un avion, c'est un Ouais. système. Et si on ne donne pas aux Ukrainiens tout le système qui vient avec, ben, ça devient un avion de chasse comme un autre. Puis si l'armée russe a des avions de quatrième génération des Sukhoi, qui sont sur papier, en tout cas, beaucoup plus performants que ces F-16-là qui ont été développés, ma foi, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années Mm. déjà. Et puis le problème maintenant avec les armes, ça c'est maintenant le deuxième point, avec les armes à longue portée qui permettraient à l'Ukraine de frapper à l'intérieur du territoire russe, Vladimir Poutine a été extrêmement clair. C'est le jeu de l'escalade. On commence avec des javelins, puis là maintenant on est rendu avec des armes à longue portée. Et là c'est le principe de l'escalade. Et là Vladimir Poutine a très clairement dit il y a quelques jours qu'il allait considérer que ça allait être un acte de guerre de la part des pays membres de l'OTAN et que la Russie allait répondre en conséquence. Donc, qu'est-ce que Mhm. ça veut dire? Est-ce que la Russie pourrait lancer elle-même des missiles en territoire polonais, roumain, hongrois, frapper des bases militaires qui pourraient se trouver en Pologne, dans la région de Lublin, dans l'est du pays, où sont acheminées à peu près toutes les armes occidentales avant d'être envoyées en Ukraine? Est-ce que c'est ce que ça signifie? Est-ce que ultimement Vladimir Poutine, ça fait partie de la doctrine militaire russe aussi, pourrait recourir à une arme nucléaire tactique sur le territoire russe, dans la région de Koursk, qui a été conquise par l'armée ukrainienne. Donc, il y a aussi un jeu extrêmement dangereux. Il y Mhm. a 2 ans et demi, comme tu le disais, c'était des armes anti-chars, des javelins, puis là, on est rendu à des missiles à longue portée. Et Ouais. là, on est en train d'entrer en territoire dangereux. On est peut-être en train de franchir une ligne rouge. Et si on en vient à franchir cette ligne rouge-là, malheureusement, les choses pourraient s'accélérer. Ouais. Et c'est Henri Guénaud, ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy, qui a utilisé cette expression-là il y a plusieurs années déjà. Il disait, par cette escalade-là, on est en train de marcher vers la guerre comme des somnambules, un Ouais. peu comme les puissances européennes à l'été 1914. On ne Ouais. se rendait pas compte qu'en posant tel geste, ça allait amener l'ennemi à poser un autre geste. Et puis là, à un moment donné, quand Est-ce, on s'emballe comme ça, est-ce, on en vient à perdre le contrôle de la situation. est-ce que la façon de Poutine pourrait répondre suivrait la logique que je vais développer ici? C'est-à-dire, très bien, vous avez décidé de donner des armes à longue portée. Maintenant, je vais frapper les armes ukrainiennes qui sont déployées dans les pays de l'OTAN. Et les pays de l'OTAN auraient une interrogation à se faire, à savoir, est-ce qu'ils ont été attaqués et qu'ils vont donc déclencher le mécanisme de l'article 5, ou bien ils vont se dire, non, il a frappé des armes ukrainiennes sur une base polonaise et donc il n'a pas détruit des armes polonaises ou une base technique polonaise. Techniquement, il n'a Vous pas attaqué voyez, la Pologne. Ouais. voilà, donc vous voyez comment ça peut être subtil ici, parce que depuis un an, on est souvent dans la subtilité aussi, hein. Il y a des missiles qui tombent en territoire de l'OTAN, on dit non, 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 ils ont dévié, ils sont juste tombés après avoir été abattus, etc. Alors, je ne sais pas si Poutine serait dans ce registre-là. Je, Zach. je pense que l'article 5, je pense que la territoire, c'est ce qui est important pour l'article 5. Donc, je pense Ouais. que bien sûr, il y aurait des consultations. Il va savoir, il faudra débattre entre les États membres comment exactement répondre. Mais si la territoire d'un État membre est attaqué, c'est quand même important, même si c'est juste des armes ukrainiennes qui sont attaquées là-dessus. Ouais. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que la Russie va immédiatement attaquer la territoire directement d'un État membre juste comme ça. C'est bien possible d'avoir d'autres étapes d'escalade avant de franchir ce niveau-là. On pourrait voir la Russie, par exemple, donner des armes à des forces anti-occidentales autre part au monde, par exemple au Moyen-Orient, aux Houthis ou bien à Hezbollah, où on ne sait pas. On pourrait voir des attaques contre des satellites ou bien de l'infrastructure occidentale, etc. Donc, il y a quand même d'autres étapes qu'on pourrait éventuellement tenir en compte, mais la logique de l'escalade reste. Et c'est ça ce qui m'inquiète éventuellement, Ouais. puisque on a vu entre les années 2014 et 2022, entre le début de la crise en Ukraine et l'invasion totale de l'Ukraine de la part de la Russie,
on a vu de quasiment tous les côtés, ou au moins du côté occidental, un sens que la situation, le statu quo était durable. Et on pensait qu'on pouvait vivre dans une situation dans laquelle l'architecture de sécurité en Europe était brisée, mais on pouvait vivre avec. Et ce n'était pas le cas finalement. Mhm. Et ça reste aussi un problème aujourd'hui. Il y a un grand danger que les gens dans l'Occident pensent que cette situation en Ukraine pourrait juste continuer à long terme et que ça va rester contenu sur le territoire ukrainien, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Mhm. Et en fait, la logique maintenant qu'on a, ça prône, et ça prime l'escalade. En fait, puisque les Ukrainiens, s'ils gardent toujours le but de reprendre le territoire qu'ils ont perdu, alors ils ont toute raison d'essayer d'impliquer les forces de l'Occident dans C'est cette sûr. guerre directement. Donc, le plus longtemps ça reste en place, cette guerre, le plus il y a de risques à notre propre sécurité dans l'Ouest, ce qui fait qu'il faut que nous soulignions l'importance de la diplomatie et d'un cessez-le-feu éventuel ou d'un certain type d'accord. Ben, justement, alors, vous m'entraînez dans cette option-là, celle des négociations. Alors, je vais en parler un tout petit peu, puis ensuite je vous relancerai là-dessus. J'ai constaté qu'il y a à peu près 3 ou 4 mois, il était presque interdit de parler de négociations. En tout cas, les officiels ukrainiens disaient il n'y a rien à négocier. On a présenté nos exigences, point à la ligne. Lorsque la Russie se sera retirée de tous les territoires, on verra ce que l'on fera. Mais où le discours a commencé à se modifier chez les Ukrainiens, je dirais un peu avec la conférence de juin sur la paix, conférence qui a été, à mon avis, un échec, puisque non seulement la Russie n'était pas là, mais d'autres grands pays ont refusé de signer le communiqué final. Et donc, les Ukrainiens se sont aperçus que même ceux qui venaient à la conférence poussait de plus en plus à des négociations de paix et qu'il fallait absolument que Zelensky change son discours. À tel point d'ailleurs qu'après la conférence, il a annoncé qu'il y aurait une deuxième conférence de paix d'ici la fin novembre avec la participation de la Russie. En même temps, on a vu que le ministre ukrainien des Affaires étrangères s'est rendu à Pékin, que le premier ministre indien s'est rendu à Moscou et à Kiev, qu'il y a un chassé-croisé diplomatique qui s'est, à mon avis, intensifié et ça comporte aussi des conversations entre les deux ministres de la Défense américains et russes qui est arrivé, conversations qui se sont déroulées en juin et en juillet, de longues conversations qui n'ont certainement pas porté juste sur le beau temps, mais certainement qu'on a discuté de ce qui se passait sur le terrain et peut-être d'autres choses. Et enfin, les sondages en Ukraine sont en train de montrer une modification de l'opinion publique qui était en faveur des négociations à 29 l'année dernière, le sont aujourd'hui à 57 d'après les derniers sondages. Et donc, la pression est très forte sur Zelensky, qui maintenant se rendra à Washington la semaine prochaine pour discuter de ce qu'il appelle un plan final de la victoire. Ce que je trouve étrange, c'est d'aller à Washington pour parler au président américain de son plan, alors qu'on n'arrête pas de dire chez les Russes et ailleurs que la guerre est planifiée à Washington. Et donc, M. Zelensky est en train de confirmer que c'est ce qui arrive réellement. Alors, je pense qu'on se dirige vers une négociation. Je ne sais pas laquelle exactement et à quel moment, mais il y a des signes quand même avant-coureurs et assez portants là-dessus. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je vais aborder la question sur le plan de la dimension morale. Donc, je laisserai la dimension politique davantage à Zachary. Je pense sur le plan moral, lorsqu'on parle de compromis politique, la grande hantise, c'est de reproduire l'erreur de Munich
en 1938. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas et on ne devrait jamais faire de compromis avec le mal absolu. Et ça, c'est une thèse qui a été développée par Avishai Margalit, qui dit, voici comment on doit analyser les compromis en politique. Vous avez les compromis pourris, puis vous avez les compromis mauvais, où une partie doit en donner plus que l'autre. Donc, un compromis pourri, dans sa définition, c'est on fait un compromis avec une société dont le compromis pourrait mener à la perpétuation d'un régime cruel et inhumain ou à l'établissement d'un régime cruel et inhumain. Et dans cet égard-là, le régime nazi correspondait évidemment à un régime inhumain comme celui-ci. Maintenant, la question avec la Russie de Poutine, est-ce qu'on a affaire ici à un régime cruel et inhumain? C'est une dictature, il n'y a aucun doute là-dessus, mais est-ce que c'est une dictature qui est comparable à ce qu'on retrouvait en Allemagne dans les années 30 et dans les années 40 sous le régime nazi? Alors ça, c'est la première question. J'ai une réponse personnelle à cette question, mais je la laisse en suspens pour les auditeurs. Mais si c'est un compromis juste mauvais, c'est pas un compromis pourri, donc il n'y a absolument rien qui devrait empêcher la Russie et l'Ukraine de négocier l'un avec l'autre afin de mettre un terme au conflit. Le problème maintenant dans un compromis mauvais, c'est que vous avez toujours une dimension symbolique. Et puis une dimension, et faire des compromis sur des dimensions symboliques, c'est extrêmement difficile et ça peut être extrêmement dommageable pour l'individu qui accepte de faire des compromis sur des questions comme celle-là. On se souviendra les accords d'Oslo entre les Palestiniens et les Israéliens, dont l'idée visait essentiellement à diviser Jérusalem entre les deux parties. Ça a ultimement mené à l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un nationaliste israélien qui, pour lui, était absolument impensable de diviser Jérusalem avec les Palestiniens. Et le problème avec Zelensky en Ukraine, c'est que vous avez une part assez importante, malgré les sondages, une part assez importante de nationalistes ukrainiens qui sont extrêmement intransigeants. Et pour eux, c'est la victoire jusqu'à la reconquête complète des territoires perdus. Et si Ouais. Zelensky en venait à faire un compromis territorial avec la Russie, Zelensky est pas fou. Il le sait très bien que ça entraînerait sa mort, peut-être pas politique, mais en tout cas sa mort physique avec une très grande certitude, comme ça aurait été le cas avec Mhm. Yitzhak Rabin ou avec Anwar el-Sadat après Ouais. les Les accords accords. de Camp David. Exactement. Ouais. Zach, qu'est-ce que tu penses de la question de la négociation? Comme tu as dit, Jocelyn, il y a de plus en plus de monde en Ukraine qui sont en faveur de la négociation, mais ça veut pas nécessairement, ça nous dit pas nécessairement quelque chose sur quels sont les compromis éventuels qu'ils seront prêts à accepter. Alors, Et comme, dans les sondages, on dit pas de compromis territoriaux, mais on veut quand même le dialogue. précisément, tu as exactement raison. Ça va poser problème, bien sûr, puisque, comme vient juste de dire Jean-François, euh, il y aura pour très très longtemps, si ce n'est pas une majorité, au moins un grand pourcentage, peut-être même la pluralité des Ukrainiens qui seront contre tout compromis avec la Russie. Ce qui pose un grand dilemme pour nous, en fait, sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui va faire partie des négociations éventuelles sur comment mettre fin à cette guerre, puisqu'on ne peut Mhm. pas vraiment mettre fin à cette guerre sans avoir des garanties de sécurité d'une façon ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre pour l'Ukraine, puisqu'il va falloir que les deux côtés se ressentent, en fait, qui ne sont pas menacés tous les jours. Le Oui. problème, c'est que si la relation politique entre Kiev et Moscou ne se retrouve pas sur un fondement plus stable, il se peut qu'il y ait encore une nouvelle guerre dans le futur, que ce soit les Russes ou bien les Ukrainiens qui le commencent pour essayer de Mhm. libérer tel ou tel territoire ou pour telle ou telle justification. Et donc, ça nous mettrait éventuellement, bien sûr, en conflit directement avec la Russie si l'Ukraine fait partie de l'OTAN. On En va, même on, temps, on va oui, aborder sa question de l'OTAN, mais ce qui m'intéressait d'entendre de toi, c'est le chemin qui peut mener à la paix. Zelensky, depuis quelques semaines, quelques mois, arrête pas de dire je veux une paix juste. C'est très mhm. ambigu comme déclaration. Oui, en effet, et si une paix juste veut dire que
on envoie Vladimir Poutine et d'autres Russes à La Haye, etc. Il n'y a pas question que ça va Ça, pas arriver. ça va Ça pas ne durera fonctionner. pas. Ben non. Ça va pas fonctionner. Donc, ouais, il faut qu'on tienne ça en compte aussi. Voilà. Tandis que la question a comment vraiment acharné le début de ces négociations, il faut sur les deux côtés que les deux côtés pensent que le temps n'est plus de leur côté, en fait. Et c'est pas le cas actuel. Il y a Ouais, toujours, en fait, c'est non seulement les Russes qui pensent que le temps est de leur côté, c'est même quelques Ukrainiens aussi qui pensent que oui, si on continue, oui, on tient la ligne pour 1 an ou 2 ans, alors il y aura un ouais. changement de régime ou il y aura une crise économique ou je sais pas quoi à l'intérieur de la Russie. Donc, pour l'instant, j'ai vu quelque chose il y a très longtemps, une étude qui s'est tenue sur la durée de guerre, en fait. Et en général, la majorité des guerres se terminent dans moins d'un an, en fait, puisque c'est en Ouais. général un côté qui le commence. Et puis, ils savent qu'ils vont le faire, ils ont une stratégie, etc., pour la gagner vite fait, ils ont la surprise de leur côté, etc., donc ils la gagnent vite fait. Mais pour les guerres qui durent plus qu'1 an, en fait, la majorité de celles-ci durent quasiment une décennie, en fait. Et Oh, donc, ouais. c'est On est mal éventuellement, engagé. on est mal Mais engagé. maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une négociation de paix en mars 2022 et les Russes et les Ukrainiens ont failli s'entendre. Donc, il existe un cadre avec les concessions que les uns et les autres ont fait. Est-ce à dire qu'on part de rien ou plutôt on a quelque chose d'intéressant ici, Ouais, Jean-François? Ou Zach, tu voulais oui, ajouter? désolé Jean-François, Ah, je voulais vas-y. juste dire que le monde a beaucoup changé depuis, en fait. Et il y a eu les atrocités qu'on a vues, bien sûr, à Boutcha, Irpin, etc. Ça a bien changé le climat politique en Ukraine. Ça a durci aussi dans les années à suivre. On a vu un durcissement du régime à Moscou aussi. Et le monde a beaucoup changé. Et on voit maintenant aussi une guerre qui se déroule au Moyen-Orient aussi, qui a des Oui, répercussions aussi géopolitiques et qui ont c'est changé sûr. les alignements un petit peu entre les grandes puissances et les relations entre le Sud global et l'Occident. Donc, il y a beaucoup de Ouais, parties qui sont en train d'interagir les uns les autres maintenant. ouais. Donc, bien sûr, il y a des éléments d'Istanbul qu'on pourrait reprendre, mais les calculs sont un petit peu plus complexes maintenant. OK. Jean-François. Ouais, ben Zach, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement ce que je pense également. Les choses ont changé. Et puis, ultimement, je pense ce qui va déclencher le début d'une négociation sérieuse qui pourrait mener à quelque chose de concret, ce sera les conditions politiques qui risqueraient de changer soit en Ukraine ou en Russie ou à Washington, évidemment, et qui amèneraient les Russes ou les Ukrainiens à vraiment là, négocier. De façon sérieuse pour en venir à un compromis. Puis ce compromis-là reste à être dessiné. Et puis, c'est ça, ça dépendra de quels seront les objectifs respectifs que l'Ukraine et la Russie chercheront à obtenir. Par exemple, en 1918, lorsque la Russie a signé une paix avec l'Empire allemand, la Russie a donné à peu près 25% de son territoire, une somme en or absolument colossale. Et ça, c'était les demandes initiales qui avait été formulée, qui avait été donnée par le gouvernement allemand à leurs négociateurs. Et la petite Ouais, histoire raconte que lorsque le négociateur a vu la liste des conditions qu'il devait exiger à la Russie, il s'est dit, mais ils sont complètement cinglés, ils accepteront jamais de faire des compromis comme ça. Et à sa grande surprise, Trotsky, qui était le négociateur ouais, du gouvernement soviétique, a accepté toutes ces conditions-là parce que l'objectif qui prédominait dans l'esprit de Trotsky et de Lénine, c'était de mettre un terme à la contre-révolution des forces tsaristes, bien et c'était sûr. leur priorité numéro un. Et donc, c'est des priorités politiques comme ça qui dictent au final le contenu d'un compromis. Et puis, lorsque cette négociation-là aura lieu, ben, le contenu final sera dicté justement par les objectifs que le Kremlin et Kiev chercheront à obtenir à ce moment-là. OK. En admettant qu'on se dirige vers une négociation avec un accord, est-ce qu'il y a encore une possibilité pour l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN? Parce qu'évidemment, ça va faire partie de la négociation. Ça faisait partie des conditions de décembre 2021, lorsque la crise a commencé réellement avant l'invasion. En tout cas, la ligne rouge des Russes, c'est la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. En ce qui concerne l'Union européenne, je ne sais pas trop où ils sont, mais peut-être qu'ils s'en accommoderaient.
Zach, tu as développé, je crois, un argumentaire pour dire, quelle que soit la configuration géopolitique, la ligne rouge, c'est l'OTAN et il ne faut pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Enfin, quelle que soit la condition, sauf une exception, c'est s'il y a un accord de paix Ah complet oui, entre la Russie et l'Ukraine. Ce qu'on ne va pas voir, ce n'est pas un but réaliste pour très très longtemps, puisque ça va nécessiter, comme on a dit juste avant, une paix juste, etc. oui, Et ce sont des buts qui ne sont pas vraiment réalisables. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver une espèce de formule par laquelle les Russes donneraient éventuellement, soit directement, soit indirectement, un petit peu de l'argent à l'Ukraine pour l'aider à la reconstruction, etc. Mais une paix complète maintenant est très très difficile à oui, envisager. Et donc un cessez-le-feu, c'est pas assez pour pouvoir admettre l'Ukraine à l'OTAN, puisqu'il resterait en fait une relation très imprévisible et pas stable du tout en fait entre la mhm, Russie et l'Ukraine, mais aussi entre la Russie et l'Occident qu'il faut qu'on tienne en compte aussi. Donc pour l'instant, Vladimir Poutine, il a lancé cette guerre. Quelques pensent que peut-être les gens ils pensent autrement et on a ce débat toujours dans l'Occident, mais officiellement, son casus belli, c'était il a lancé la guerre pour éviter que l'Ukraine se rejoigne à l'OTAN. Et oui, donc, c'est pas possible pour lui d'avoir une victoire politique chez lui, et c'est la seule façon par laquelle la guerre va se terminer, qu'on l'aime mhm, ou non, si cette guerre se termine avec l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. En même temps, si cela veut dire que l'Ukraine doit être neutre, officiellement neutre, mais quand même avec une certaine relation importante avec l'OTAN, comme la ça va Finlande. comme la Finlande, mais plus que la Finlande, puisque là, on ne parle pas juste du non-alignement. Moi, je parle même de la neutralité, puisque la neutralité, c'est un statut légal qui doit être aussi dans lequel les autres grandes puissances doivent s'investir aussi. Par Voilà. exemple, la neutralité de la Belgique avant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire que les autres puissances vont devoir se battre pour l'Ukraine si l'Ukraine est membre de l'OTAN ou bien si l'Ukraine est neutre. C'est aussi le cas. Oui, oui, Et c'était ça le problème en fait à Istanbul. Un des problèmes à Istanbul qu'on a vu en printemps 2022, c'est que le côté ukrainien a proposé en fait qu'il y aurait des grandes puissances qui allaient garantir en fait la sécurité de l'Ukraine, mais c'est pas quelque chose que Zelensky a demandé aux capitales occidentales en ah fait. oui, Donc il va oui, falloir nous aussi qu'on réfléchisse là-dessus dans l'Occident. Est-ce que nous on est vraiment prêts que ce soit un Ukraine qui fait partie de l'Occident ou une Ukraine qui est officiellement neutre, est-ce qu'on est quand même prêt à faire plus qu'on fait maintenant pour garantir la sécurité de l'Ukraine? oui, Si la réponse est non, ben, bien qu'on l'aime ou non, ça veut dire que de facto, on laisse l'Ukraine à la sphère d'influence de la Russie. oui. Et on ne veut pas le dire dans ces termes-là, mais c'est la réalité. Mais c'est aussi la réalité que l'exemple de la Belgique au lendemain de la Première Guerre mondiale, on pouvait assurer sa sécurité parce qu'il n'y avait pas de confrontation avec une puissance nucléaire. Alors qu'aujourd'hui, euh, donner des garanties de sécurité très solides à l'Ukraine, comme quoi on viendrait à sa rescousse militairement si elle est attaquée par la Russie, ça veut dire une confrontation avec un État nucléaire. Là, ça change tout Mais ça, la Russie, considérablement. La Russie le saurait également. Donc, Oui, on a tendance à penser que seule l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est la seule et unique garantie de sécurité pour Kiev. Or, ce n'est pas le cas. Le statut de neutralité, encore une fois, comme la Belgique en 1830, 1831, lorsque l'Allemagne en 1914 a envahi la Belgique, c'est ce qui a amené automatiquement la Grande-Bretagne à entrer en guerre contre l'Allemagne. Donc, si vous oui, avez l'Ukraine devenait un État officiellement neutre avec des garanties de sécurité de la part des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, des puissances nucléaires, ben là, on retombe le concept de la destruction, la destruction mutuelle assurée. Et oui, en fait, c'est peut-être une option beaucoup plus solide ou aussi solide que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, il y a d'autres alternatives que simplement l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il faut faire preuve d'un petit peu de recul historique, de connaissance historique, puis d'imagination pour se rendre compte que même si l'Ukraine n'adhérait pas à l'OTAN, ce serait pas une catastrophe et ça mènerait pas Kiev à tomber à la merci d'une nouvelle offensive de la Russie 2 ou 3 ans plus tard, là. très Et il ne bien. faut pas Alors oublier écoutez, aussi, il faut juste un dernier mot là-dessus, Jocelyn, il ne faut pas oublier aussi que l'Union européenne n'est pas juste une union économique non plus, hein. Il y a non, des dimensions de sécurité il y a un aussi traité là-dedans. de sécurité. Donc, Oui, si cette guerre termine avec
82% du territoire ukrainien qui fait partie, qui est un État souverain, qui fait partie de l'Union européenne, avec toutes les garanties de sécurité qui viennent avec, et avec les relations, bien entendu, approfondies entre l'Ukraine et l'OTAN, tout cela n'était pas sur la table avant le 24 février 2022. L'adhésion Mm. de l'Ukraine à l'UE n'était pas sur la table, on n'en parlait Ouais, même pas. ouais. Lorsqu'on était dans les capitales occidentales, avant ça, on ne pensait pas à l'Ukraine comme partie de nous. Alors, on ne savait pas exactement où se terminait l'Europe, mais l'Ukraine, la Russie, les deux pays-là, on ne savait pas exactement qui faisait partie de nous. C'était un petit peu une espace grise. Tandis que maintenant, on sait très bien, on ressent en Europe que la conséquence de cette guerre, c'est que l'Ukraine fait partie de nous. La Russie ne fait pas partie de nous. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse ou non de dire ça, mais pourtant, c'est un grand changement et une grande victoire pour l'Ukraine. Donc, vaudrait mieux consolider cette victoire le plus vite possible. Très bien. Alors, merci, messieurs. Je pense qu'on a fait un bon tour de ce qui se passe en Ukraine. On reviendra sur le sujet lors de nos prochaines émissions. Merci. Merci. Sur ce, ben, Merci. le second épisode de notre podcast prend fin. Encore une fois, on vous invite à liker le petit pouce en l'air sur le vidéo YouTube, de partager aussi le balado avec vos collègues, vos amis. Encore une fois, c'est comme ça que les algorithmes se nourrissent, s'entretiennent, et c'est comme ça qu'on va se faire connaître et qu'on va être en mesure de grossir. Donc, ben, j'espère que vous avez aimé ce second épisode-là. On se revoit la semaine prochaine avec d'autres sujets tout aussi passionnants que ceux qui ont été discutés cette semaine. Donc, à très bientôt, chers amis. Au revoir.